Alors, je vois que la plupart des gens ont répondu, donc j'espère que tout le monde a répondu sur le sondage. Donc, selon vous, faut-il savoir dessiner pour être artiste? Oui, donc 25% et non 74%. Donc, on va essayer de, comment dire, d'analyser ceci. Et je laisse la parole à Émilie. Très bon sondage. Je suis très contente du résultat. Moi aussi, j'aurais coché non. Je pense que Gilles aurait fait la même chose. Oui, alors si on en revient déjà à la phrase que j'avais laissée pour le webinaire, c'était faut-il savoir dessiner pour être artiste? Parce qu'en fait, j'ai vu à plusieurs reprises sur des forums cette phrase revenir comme quoi il fallait savoir dessiner pour être artiste. Et moi, ça m'avait super choquée. Parce que je me suis dit, si on pose cette question à un enfant, par exemple, et qu'on lui dit, faut-il savoir dessiner pour être artiste? Surtout un enfant de 6-7 ans, 7-8 ans peut-être, il va réagir naturellement, il va dire, mais en fait, tout le monde a la possibilité de dessiner, tout le monde sait dessiner. Donc, il ne va pas comprendre le sens de la question. Et moi, j'ai été un petit peu interloquée quand j'ai vu cette discussion passer sur certains forums. Moi, pour moi, c'était, bah non, en fait, tout le monde sait dessiner. Mais après, bien sûr, on le développe différemment. Et c'est ça en fait dont je voulais vous parler ce soir. C'est qu'en fait, vous allez comprendre un petit peu ma démarche et ma réflexion autour de cette phrase. Pas trop philosophique, j'espère. Non, 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 je vais D'accord. essayer de pas faire trop philosophique. Je vais essayer de faire vraiment, on va dire, très abordable. Bon, si vous Comme avez des questions, le chat ou des commentaires, le chat. c'est ça. Alors, comme disait Sandrine, je crois, qui c'est qui était intervenu en disant c'est très binaire comme Oui, question. Stéphanie. Effectivement, excuse-moi Stéphanie. Donc oui, c'était très binaire, mais c'était un peu le but de ce sondage. Parce qu'en fait, moi, je sais que je suis souvent amenée à discuter avec des clients. Alors pour les artistes, c'est évident que le dessin n'est pas une option primordiale. Mais pour des clients, c'est souvent cette petite remarque qui ressort en disant, ah ben oui, vous avez fait les beaux-arts, tatati tatata, c'est vachement important. Et moi, je leur dis souvent, ben non, c'est pas vachement important. Et j'explique pourquoi, en fait. Donc, pourquoi les clients, en fait, ils vont avoir souvent cette réflexion-là. Moi, à mon avis, c'est une réflexion qui a été un petit peu formatée. Donc, pour moi, c'est une pensée qui vient de l'école, parce qu'en fait, à l'école, soit c'est bien, soit c'est faux, soit c'est oui, soit c'est non. Et du coup, ben, tous nos cursus, on suit cette réflexion-là. Et puis après, quand on est adulte, on a un peu la même façon de penser. Et ça s'appelle la pensée convergente, en fait. Et pour moi, l'important pour un artiste, c'est pas d'avoir une pensée convergente, mais c'est d'avoir une pensée divergente. Et donc, c'est plus important pour un artiste, en fait, qu'il sache dessiner ou pas. On se pose pas la question. Mais en revanche, un artiste, il a cette pensée divergente. Il a cette pensée qui fait que, en fait, il a un œil artistique qui est tourné vers l'alternative, vers la solution différente, vers l'expérimentation. Et c'est donc ça, en fait, que je voulais aborder ce soir avec vous, parce que je pense que, en fait, pour être artiste, l'important, c'est d'avoir un cerveau. Donc là, je pense que tout le monde est équipé pour ça. Et ensuite, de proposer des solutions différentes, d'essayer de créer quelque chose, et surtout de passer à l'action. Alors, il y a eu aussi, au 19e siècle, en fait, il y a eu une sorte de conflit entre la pensée classique, donc on va dire qui était représenté par Ingres, par exemple, qui lui avait qui plutôt faisait référence énormément au dessin. Donc pour lui, c'était le dessin, fallait pas passer à côté, quoi. Le mec, il était là-dessus très vénère si on passait à côté du dessin. Ses références, c'était l'antique, c'était l'âge d'or, c'était la peinture idéalisée. Et puis à côté, il y avait les romantiques. Et les romantiques, en fait, ils étaient plutôt dans l'émotion, dans le sentiment, dans la touche du peintre qui devait être apparente, dans la couleur plus que par le dessin, euh, et dans le voyage également. Donc tout ça, en fait, pendant le 19e, il y a eu une petite confrontation, tout le monde parlait de ça, alors t'es pour Ingres, non, moi je suis plutôt pour les romantiques, voilà. Du coup, euh, c'est ça, en fait, qui nous a suivis jusqu'à maintenant. Et donc, c'est vrai que pour certaines personnes qui ne sont pas comme nous impliquées dans l'art autant que nous, les artistes, pour eux, ça va être évident que le dessin est vraiment quelque chose qui doit être une étape primordiale.
alors que pas du tout. Moi, je sais qu'il y a des artistes qui marchent du tonnerre de Zeus sur les réseaux sociaux ou en galerie et qui font que de l'art abstrait. Donc pour ça, pour moi, il y a pas à chipoter, quoi. L'important, c'est vraiment, de toute façon, l'art avant tout, c'est de l'émotion. Donc du coup, le dessin n'est pas quelque chose qui est vraiment très très important. Bah, de toute façon, moi, je fais de l'art, je fais des photos. Exactement. Donc, Et du coup, dessiner, exactement. Et d'ailleurs, c'est après un point que je vais aborder Ah, pardon, plus j'ai tard. spoilé. Non, mais c'est pas grave. Et du coup, oui, je vais aborder en fait différentes pratiques où le dessin n'entre pas en vigueur, quoi. Donc, bon, la photo en fait partie. On va répondre à vos questions là. Je veux Vous bien. êtes ah, tu veux répondre tout de suite? Alors, alors bon, Sylvie a beaucoup écrit quand même, hein. Alors, non, Michel qui disait ce n'est pas important que pour les clients, hélas. Après oui, ça dépend. Les clients sont, enfin pour moi, les clients ils vont vraiment avoir de l'émotion quand ils vont voir des choses, Oui. que ce soit dessinées, voilà, ou avec plus de l'abstrait ou de la photo ou d'autres choses dont Émilie va parler tout à l'heure. Donc oui, les clients, je pense que c'est plus de l'émotion quand ils veulent mettre quelque chose dans leur salon, ils veulent de l'émotion, à la limite que vous sachiez dessiner ou pas. J'arrive pas vraiment à voir, mais oui, certains clients vont dire peut-être, moi je veux un figuratif bien dessiné, et ben dans ce cas-là, ils prennent une photo et puis ils la mettent au-dessus de la cheminée, ou ailleurs, enfin pas au-dessus de la cheminée, mais donc c'est un peu. Après, je sais pas quel est ton avis là-dessus, mais oui, non, mais c'est exactement ça. Après, moi, je rebondis sur ce que dit Artonic dans son commentaire. Alors, je vais le lire pour que tout le monde. j'étais sur une question de Michel, moi. Ah, d'accord. Mais du coup, je rebondissais en fait parce que j'étais d'accord avec toi. Donc, rebondis. je rebondis sur Artonic et je disais que il disait en fait dans le chat, savoir dessiner fait partie le plus souvent d'une formation académique. Lorsque l'on est amateur, on saute souvent cette étape pour faire de l'abstrait. Alors, non, il n'y a pas de généralité. C'est-à-dire qu'on peut être amateur, on peut avoir fait du dessin académique pendant des ateliers, et puis ne pas se lancer en tant que professionnel, et pourtant adorer ça. Moi, je pense avant tout que voilà, les mentalités sont en train de changer. Moi, je le vois beaucoup sur Internet. Il y a vraiment des artistes qui sont vraiment très, très populaires et qui ne font jamais de dessin. Et c'est ça, en fait, que je veux faire un petit peu comprendre. Là, quand j'ai vu que dans le sondage, il y avait quand même 30% quasiment qui avaient dit que oui, que c'était important, moi, j'aimerais que ça soit 2%. 2% qui disent oui et tout le reste qui disent non, c'est pas important, en fait. Pour être artiste, c'est de l'émotion. C'est aussi arriver à faire des choix quand on crée. C'est ça le plus important. C'est à un moment donné se dire, je prends le rouge ou je prends le bleu. Je prends de la peinture ou je prends du crayon. Donc, c'est des choix. C'est aussi être artiste, c'est avant tout dépasser ses peurs. Donc, il y a des peurs en fait qui nous tournent autour tout le temps. Par exemple, la page blanche qui fait partie un petit peu de notre processus de création, mais qui est intégré au processus de création, qui est voilà, on en passe tous en fait des pages blanches, mais il faut passer au-delà. Et en passant, et comment faire pour passer au-delà? C'est souvent en fait la confiance en soi, le fait de pratiquer souvent un art, le fait des fois d'entrer dans une routine artistique. Parce que du coup, on a l'habitude, on est un petit peu dans, comme disait Alexandre Dana, tu te rappelles, je sais pas, au niveau de la formation, quand il disait qu'on était inconscient, et c'était quoi le deuxième mot? Compétent. Compétent. En fait, quand on est inconscient compétent, c'est-à-dire compétent inconscient. Ou compétent inconscient, bon, excuse-moi, c'est. Bonjour Alexandre. Bonjour Alexandre. Du coup, en fait, c'est un petit peu le principe de faire ses lacets, c'est ça, inconscient compétent. C'est-à-dire qu'on fait ses lacets. On a appris au bout d'un moment à le faire, et après, quand on les fait, on n'y pense même plus. C'est pareil. Et ça, c'est à force de répéter, on n'y pense même plus. Moi, quand je prends un pinceau, maintenant, j'ai moins d'appréhension qu'à mes débuts. Et c'est parce qu'en fait, je pratique tous les jours. Donc voilà. Une petite question peut-être. Alors en fait, non, je voulais rebondir pas du tout sur ce que tu disais. Mais c'est bien, on s'écoute pas en fait. Non, mais moi j'allais dire, ça dépend vraiment de ce que vous souhaitez faire derrière. Si vous souhaitez, alors après, Sylvie, il y a Gaëlle et Sylvie qui parlent mais vous avez la chance, vous savez dessiner quand elle expose et que des clients viennent lui demander. Mais en fait, oui, c'est ça, c'est ce que disait Émilie, c'est que tout le monde sait dessiner. Maintenant, est-ce que vous avez envie d'en faire plus que d'autres et d'en faire votre métier ou même d'apprendre et d'évoluer là-dedans? Ça va vraiment dépendre de ce que vous voulez faire derrière. Mais là, par exemple, on a Pete Graff qui est un ami qui a donc un site internet sur lequel il apprend à dessiner. C'est-à-dire que lui, avant, ne savait pas du tout dessiner. Ouais.
Je dis pas que maintenant il sait dessiner. Ah ben, c'est maintenant. Là, pour le coup, Et donc, en fait, il est autodidacte. Il est autodidacte. Donc, il a appris. Et en fait, c'est simple, c'est des techniques, c'est des méthodes qui vont vous permettre d'être meilleur dans ce que vous souhaitez faire. Il vous parle de portrait, il vous parle de paysages, d'arbres. Après, voilà, il y a différentes manières d'apprendre et d'évoluer dans la pratique. Moi, je pense que si vous êtes dans la pensée classique du dessin qui a son importance, si vous vous ralliez à Ingres, et que pour vous, le dessin a vraiment une importance, à ce moment-là, oui, lancez-vous dans l'apprentissage du dessin, suivez des cours, allez à des ateliers, oui, c'est tout à fait possible. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est pas ça qui va déclencher qui va vous faire devenir artiste à tout prix ou qui va vous pousser vers ce métier. Parce qu'en fait, le métier d'artiste n'a pas besoin de ça, en fait. N'a pas besoin du dessin à l'origine pour se développer. Moi, j'ai ce parcours-là où j'ai appris le dessin et tout ça, mais je connais de nombreux artistes qui n'ont pas eu ce parcours-là et qui s'en sortent très très bien. Donc en fait, c'était pour vous dire que voilà, le dessin, c'est une option supplémentaire, mais c'est comme dans une voiture. Ouais, en fait, dans une voiture, on peut avoir différentes options. C'est pas pour ça qu'elle roule pas. Mais c'est vrai qu'il y a des artistes qu'on suit aussi, des artistes qu'on suit, donc qui ont des coachings avec nous. Et c'est vrai que souvent, on nous pose la question, là, qu'est-ce que tu trouves de mon style? C'est vrai que, eh bien, en fait, le style, de toute façon, évolue. Donc, au début, vous pensez que vous savez pas dessiner, mais vous allez quand même essayer de faire quelque chose. Et puis, au fur et à mesure, dans les années, ça va évoluer. Vous serez content à un moment de ce que vous faites. Et vous direz, voilà, je sais dessiner. Mais c'est toute une évolution. Et ça dépend, voilà, quelle est l'implication que vous mettez aussi pour savoir dessiner. Et ça dépend aussi de ce que vous voulez faire. Oui, que vous voulez créer. Ce que vous voulez créer. Parce après, que si vous voulez créer de l'hyperréalisme, oui, le dessin va être important. Je suis en train de parler, excusez-moi. Donc en fait, Artonic, mort de rire, moi je le mets sur le bouton vert en fait. Donc tu vois, je sais pas dessiner, je sais pas non plus régler l'appareil. Non, je rigole, Artonic, c'était une blague. Mais oui, tout à fait. Après, dessiner, est-ce que c'est vraiment important quand on fait de l'abstrait? Est-ce que c'est vraiment important quand on veut transmettre de l'émotion? Oui, c'est vrai que quand vous savez dessiner, vous pouvez ne pas transmettre d'émotion. Ça va vraiment dépendre de plein de choses. Donc oui, Stéphanie, la question n'est pas binaire. Elle est très compliquée et ça va dépendre de tout à chacun. Et c'est surtout ce que vous voulez faire dans le futur, en fait, avec votre art. Si votre but, c'est que votre peinture ou votre création ait un dessin vraiment très figuratif qui ressemble vraiment à la réalité, oui, il vous faudra alors des bases de dessin, ça c'est sûr. Mais je pense que pour légitimer un art abstrait, savoir dessiner dans le passé, non, pour moi, c'est pas quelque chose de très important. Parce qu'en fait, déjà, on vit dans le présent. Donc, d'avoir fait des choses avant, on s'en fiche un peu aussi. Oui, alors, il y a des artistes qui vont dire, oui, mais tu comprends, moi, il y a des clients qui ont besoin de savoir que j'ai exposé là-bas, que j'ai fait ça avant. Moi, je vais vous dire que non. Parce qu'en fait, moi, j'ai vraiment très peu cette question. Quand je montre mes tableaux, les gens sont soit waouh, soit ils passent à côté, ils disent oh, ok, c'est sympa, mais je ne mettrai pas ça chez moi. Voilà. Donc en fait, il y a quelque chose qui se déclenche chez eux. Et c'est vraiment, je pense, une sensation de vibration. Je pense qu'avant tout, pour être un artiste, vraiment, pour être un artiste et pour avoir une carrière artistique, le plus important, c'est d'avoir cette pensée divergente qui vraiment va vous mener mais partout, quoi, parce que du coup, vous allez trouver des solutions à chaque fois, même si vous avez des contraintes et des peurs et des angoisses, vous allez trouver des solutions, parce que la pensée divergente va vous donner des alternatives. Ce qui est important aussi, c'est de l'énergie, avoir de l'énergie, être plein d'énergie pour créer, pour passer à l'action, pour faire des choses, pour produire. Voilà, ça, vous ne raterez pas si vous faites ce genre de choses. En fait, je pense que, excuse-moi, être artiste, en fait, c'est pas un diplôme. Vous savez dessiner, vous avez 20 sur 20, ok, vous êtes artiste. Non, pas du tout. Déjà, artiste, c'est dans la tête, je pense. Déjà, c'est parce que vous avez vous voulez donner quelque chose, vous voulez donner de l'émotion. Après, même si vous faites une grosse tache bleue sur un canevas blanc, voilà, vous avez transmis quelque chose. Il y en a qui vont adorer, il y en a qui vont détester. Mais vous avez transmis quelque chose. C'est votre comment dire, enfin, c'est votre caractère, c'est votre âme entre guillemets. Donc voilà, il n'y a pas vraiment c'est pas le diplôme qui dit vous êtes artiste. Je rebondis sur les différentes questions en disant oui, seuls les artistes qui ont fait les beaux-arts ou je ne sais quoi sont artistes. Non.
Pas du tout. Déjà, être artiste, c'est dans la tête, et ensuite c'est un statut. C'est le statut artiste-auteur de la MDA. Donc ça, c'est un statut qui dit vous êtes artiste. Après, on peut vous dire ouais, vous savez pas dessiner, vous n'avez pas fait les beaux-arts. Bah ouais, mais je suis artiste. Je vends des toiles, je vends des photos, je vends des sculptures. Enfin, pour moi, il n'y a pas vraiment de... Et en règle générale, Mais bon. les clients ne vous diront jamais vous n'êtes pas artiste parce que vous ne faites pas comme ci ou pas comme ça. Ouais, je pense que c'est plutôt les artistes entre les... C'est les artistes, les entre eux, en artistes, fait, qui vont voilà. se juger, qui vont se dire oui, mais toi, t'as pas fait ci, t'as pas fait ça. Mais ne les écoutez pas. Franchement, ces gens-là qui sont tout le temps dans la comparaison et qui disent que pour faire ci, il faut avoir fait ça avant, moi, je suis désolée. Je connais plein d'autodidactes, en fait, qui dessinent divinement bien. Sur ma promotion, moi, j'ai fait les beaux-arts, j'ai fait les arts appliqués. Et je peux vous dire qu'on était 50 en classe. Et bien, sur les 50, il n'y en a que 3 qui ont vraiment continué le parcours artistique. Et pourtant, on avait le bagage, on avait des bagages, on avait les compétences. Mais après, bien sûr, il n'y a pas d'énergie. Si on n'a pas d'énergie derrière, la carrière artistique, c'est pas la peine de se lancer. Ensuite, moi, je connais des autodidactes, vraiment, comme je vous disais, qui sont formidables, qui sont vraiment même à un niveau plus élevé, parce qu'en fait, après, au bout d'un moment, ils aiment tellement ce qu'ils font que du coup, ils vont enrichir leur pratique, ils vont faire des cours. S'ils ont envie d'apprendre le dessin, eh ben, ils vont s'y mettre et ils vont petit à petit s'améliorer, mais s'améliorer 10 fois plus qu'un artiste qui sort, qu'un étudiant qui sort des beaux-arts. Donc ça, c'est vraiment très, très important à comprendre. Et comme dit Alexandre Kubasik, l'art, c'est libre. Moi, j'aurais dit l'art, c'est l'amour. Plutôt. Mais bon, après, c'est comme tu veux, tu dis ce que tu veux. Hein. Donc après, je vois Michel qui dit qu'elle est d'accord avec Béatrice, mais j'ai pas suivi ce que disait Béatrice. Alors en fait, attends, parce que d'abord, il y avait un autre truc aussi, c'était que la dernière fois, je disais, parce qu'on parlait de Picasso il y a très longtemps, et je disais à Émilie, ouais, regarde, de toute façon, il faut pas savoir dessiner. Pour faire du Picasso, la dernière période qu'il a faite était, enfin, c'est pas du dessin, il n'y a pas de, voilà. Mais en même temps, Émilie me dit, ben oui. En même temps, voilà. Mais avant, il dessinait. Et donc, il sait dessiner. Donc, ça veut dire que savoir dessiner aussi, ça vous apporte des bases. Ça vous apporte des bases de dessin, des bases de composition. Ça vous apporte différentes petites choses. Mais si vous ne l'avez pas, c'est pas grave. Et moi, c'est pareil en photographie. La règle du tiers, la règle de machin, du 3/6e. Et ouais, ok, d'accord. Mais si vous n'avez pas envie de la respectez pas. Et vous trouverez quelque chose d'autre qui va être voilà. encore plus fabuleux. C'est pas un problème. Et d'ailleurs, c'est aussi ça qui fait qu'on est différent des autres. Parce que si on commence tous à se caler sur des principes et puis rester dans des limites et puis rester borné, du coup, on va faire de l'art qui va se ressembler chez Pierre et chez Paul, chez Jacques. Donc voilà. Donc après, moi, je dis pas qu'il faut pas faire d'études d'art. Hein. Là-dessus, ne comprenez pas ça. Moi, c'est juste que je veux laisser la porte ouverte à tous ceux, même si ceux qui n'ont pas fait d'études d'art, à se sentir artistes parce que ils ont une pratique qu'ils adorent, parce qu'ils passent à l'action très régulièrement, parce qu'ils arrivent à faire des choix facilement dans leur parcours, et puis qu'ils ont cette pensée divergente, un peu romantique, où du coup ils ont envie de développer des émotions, enfin partager des émotions. Après, on peut partager des messages aussi par l'art. L'art, ça peut être aussi des messages un peu autour de la société, ça peut être un peu comme Banksy qui nous fait réfléchir chaque fois qu'il publie une œuvre. Ça peut être quelque chose. Alors après, avec du dessin, on peut effectivement provoquer de l'émotion, provoquer quelque chose, ça c'est sûr. Hein. Je dis pas non, ne dessinez pas, mais c'est juste qu'en fait, je dis non, la porte est ouverte à tout le monde. Alors après, art tonique. Je comprends le concept de la création peut se passer de savoir dessiner ou pas, mais selon moi, un artiste complet doit toucher tous les domaines avant de choisir de sa spécialisation. Oui, d'accord, mais c'est comme en école de commerce. C'est-à-dire que vous allez arriver, vous allez prendre plein de choses, très basiquement, et après, vous allez vous spécialiser. Donc, ça veut dire que, ok, savoir dessiner, c'est bien, mais savoir dessiner, ça veut dire quoi? Ça veut dire savoir dessiner, je sais pas moi, une plante, un arbre, un singe, une femme, un immeuble. Quel est le niveau de composition? Quel est le niveau de professionnalisme dans le dessin? Après, j'ai vu quelqu'un qui faisait des personnages, Valérie, qui disait voilà, même s'il y a des erreurs, c'est pas grave. Justement, c'est aussi des erreurs artistiques qui font que quelquefois Emilie me dit ah j'aime pas ça. Je dis mais c'est très bien. Les gens ils vont kiffer. Parce que c'est quelque chose qui n'est pas du tout naturel et que c'est quelque chose qui dit bah tiens c'est l'artiste, il a voulu faire ça. Et après les gens, les collectionneurs, les clients s'inventent des choses. Oh elle a fait ça parce qu'elle voulait peut-être parler de ça, et ça fait parler et c'est l'émotion qui rentre en compte, qui rentre
qui rentrent dans le truc. Et le style, c'est les petites imperfections que vous avez qui vont provoquer votre style au fur et à mesure. Moi, j'essaye pas de faire de l'hyperréalisme parce que je sais que déjà, c'est pas ma tasse de thé. J'ai pas envie de pousser à l'extrême, de faire un tableau qui te ressemble à une photo. Mais vous voyez, si vous regardez mon parcours depuis maintenant 2009, vous avez vu qu'il y a quand même eu de l'évolution. Au début, j'étais un petit peu comme vous, j'étais très perfectionniste, je voulais vraiment montrer qu'il soit comme ça et pas comme ça, et je me prenais la tête, et en fait, au fur et à mesure, je me rends compte beaucoup que ce qui compte, c'est déjà ce qu'on veut dégager dans son œuvre d'art, et puis aussi, c'est de laisser sa patte, quoi. Ça, c'est vachement important. Et la perfection, on l'oublie. De toute façon, on ne pourra jamais être parfait. De toute façon, l'artiste n'est pas reconnu pour sa perfection. Enfin, non, je parle en termes de toile, en termes de. Alors, c'est vrai que moi, ce qui m'a gêné à l'école, je veux beaucoup parler ce soir, je comprends pas. Ce qui m'a gêné à l'école, c'était vraiment que les profs nous poussaient vers la perfection. Du genre, quand on faisait son autoportrait, il fallait que l'autoportrait soit hyper ressemblant comme une photo. Et moi, j'avais envie de dire, mais si vous voulez une photo, achetez une photo. Et c'est ce qui me déplaisait un peu dans le monde actuel et dans l'école d'art. C'est qu'en fait, on nous pousse vers le binaire. Soit tu fais ton portrait vachement bien avec à la méthode Ingres, et puis tu suis le classicisme, et puis tu suis la peinture idéalisée, et puis tu auras une bonne note. Soit tu fais pas ça et tu as une mauvaise note. Voilà. Et ça me dérange en fait dans le système actuel. Alors Michel, pareil, hein, pour le faire, c'est vrai que si on fait du figuratif, vaut mieux avoir des bases pour dessiner, forcément. Mais je reviens toujours sur l'exemple de l'école de commerce. On apprend plein de domaines, logistique, comptabilité générale, contrôle de gestion, marketing. Mais on n'est jamais bon dans tout. C'est ça le truc. On n'est jamais bon dans tout. Donc on va avoir des bases, des choses. Après, si vous voulez rebooster une partie de domaine que vous voulez un petit peu faire évoluer, faut se former, faut continuer, faut s'appliquer, faut pratiquer, pardon. J'ai du mal, mais en fait, on est submergé par les questions. Ouais, ce sujet est vraiment, on l'a bien trouvé. Après, donc Stéphanie, dans le cas tout le monde est artiste, oui, c'est ça qui est cool. Oui. Non? et du coup, je rejoins Mila qui dit l'art est un mode d'expression parfait. Mila, là, tu as trouvé, là, tu as touché là où il fallait. Mila, elle n'était pas à l'heure ce matin, là. Pourtant, alors je suis désolé. Mais oui, Mila, on t'attendait. Je suis désolé, hein, ce matin, vous avez tous reçu une demande pour 6 heures du matin et on vous attendait, nous. On était là, on était au taquet, on avait le café. Mais bon. Je sais, personne n'était là, je n'ai pas compris. Non, là, il y a eu un bug, désolé. Donc oui, non, Stéphanie, tout le monde n'est pas artiste, parce que ça va dépendre si tu as envie de toi de faire partager ta vie, de faire partager ton âme, de faire partager des choses. Après, je te dis, l'artiste, c'est dans la tête et c'est aussi dans ce que tu produis, évidemment, comme œuvre, mais c'est aussi avec un statut. Voilà, si tu peux être artiste, mais si t'es pas inscrit ou enregistré comme artiste, oui, tu peux te dire artiste. Moi, je connais beaucoup de gens qui se disent, je suis artiste, je peins le week-end, voilà, mais ils sont peut-être artistes, ils sont peut-être inscrits, ils sont peut-être, voilà, ils ont envie de faire des choses. C'est de la création, parce que ça peut être un passe-temps pour certains, mais ça peut être aussi un passe-temps qui leur permet justement de faire partager des choses, leur création, leur créativité. Alors, on peut être autodidacte également. Alors, avoir une formation artistique, académique compte quand même pour être sélectionné à une exposition. Alors ça, je suis très étonnée. En fait, ça dépend. Parce qu'il va y avoir les trucs un petit peu beaux-arts, des expos un peu beaux-arts où ça va être très académique. C'est ça. Alors, et après, tu as d'autres expos qui sont un peu plus modernes. Il faut dissocier dans le monde de l'art. Parce que c'est vrai qu'on n'a pas toujours conscience de ça. Dans le monde de l'art. Là, on diverge. On diverge un petit peu, mais c'est une parenthèse qu'on va fermer après. Il y a deux, on va dire, deux satellites qui gravitent. Une espèce de monde. Alors, vous avez le monde des beaux-ariens. On les appelle comme ça, les beaux-ariens. Donc, les beaux-ariens. Bonjour, les beaux-ariens. Okay. Alors, ils sont tous un peu toujours entre eux. Ce sont souvent des profs. Ce sont souvent des gens qui travaillent avec des fondations, avec des musées. Ce sont souvent des artistes qui étaient élèves d'eux et du coup, qui continuent dans ce processus-là. Et puis, à côté, vous avez, actuellement, vous avez aussi les artistes entrepreneurs. Alors, les artistes entrepreneurs, ils sont complètement autonomes. Il y en a certains qui sont autodidactes, ils n'ont pas suivi de formation. Il y en a qui ont suivi des formations. Et en fait, ce qu'ils veulent, eux, c'est de créer leur propre métier et donc de développer, de s'épanouir dans ce qu'ils aiment. Et donc, ces deux entités, l'artiste entrepreneur, par exemple, ne va pas avoir le même parcours que le beaux-arien. Parce que du coup, lui, il va gravir des échelons différents. Il va pas être dans un microcosme toujours avec les mêmes personnes. Et du coup, il va, comme moi j'ai fait, c'est-à-dire que j'ai commencé, moi,
du côté des Beaux-Arts, mais ça m'a pas plu du tout. Parce que moi, type de copinage avec des gens qui finalement... T'aimes pas avoir des copains, toi? Ouais, mais c'est pas un copinage que j'aime en fait. C'est-à-dire, déjà, moi, je voulais vivre de mon art. J'avais pas forcément envie de faire de l'art pour l'art. Les Beaux-Ariens, ils sont souvent dans une optique de... bon, il y a souvent des profs. Donc, à côté, leur pratique artistique, finalement, eh ben, ils la vendent pas. Ils se donnent des cours, ils essayent, alors voilà. Et moi, j'avais envie de sortir de cet univers-là pour un petit peu être autonome, indépendante et créer en fait mon métier comme moi je l'entendais et exposer avec qui je voulais. Parce que le problème, c'est que quand on est du côté des Beaux-Ariens, on doit exposer avec certaines personnes, on ne va pas exposer avec d'autres, on reste vraiment dans ce microcosme. Et c'est vrai qu'il y a deux sons qui gravitent. Donc du coup, vous avez les Beaux-Arts de Paris, par exemple, qui ont une forte attraction. Et vous allez avoir les journalistes qui sont très intéressés par les Beaux-Arts de Paris. Donc, c'est pour ça que des fois, il y a certains journalistes qui sont copains avec certains profs des Beaux-Arts de Paris, parce qu'en fait, ils ont fait soit les mêmes études, et du coup, ben, ils entretiennent en fait ce microcosme. Et moi, c'est ce qui m'énerve un peu, c'est que du coup, il y a c'est hermétique. Et puis, ils vont pas voir ailleurs, ils vont pas essayer de s'intéresser à comment l'artiste vit de son art différemment, quelles sont les alternatives qu'il peut y avoir. Les autodidactes, par exemple, ils aiment pas trop les autodidactes, les Beaux-Ariens, parce que eux, ils disent, ah ben non, moi, il faut avoir des études. Là, tu fais truc sur le truc académique. Exactement. Mais c'est comme une école de commerce, c'est pareil. Si tu vas avoir HEC, ils vont avoir les alumni, ils vont avoir toutes leurs projets ensemble. Et je dis pas qu'ils vont pas aller voir d'autres personnes, mais bah forcément, ça, c'est des gens qui ont fait l'ENA, par exemple. C'est des gens qui sont toujours les mêmes, qui sont toujours ensemble, et c'est un peu partout pareil. De toute façon, l'ENA, c'est pareil, c'est la politique, c'est voilà. Et donc du coup, bah moi voilà. La famille, c'est pareil, c'est. Voilà, maintenant nous on crée notre propre monde. On a décidé de dire ouais, alors la famille, ce sera le troisième monde qui va exister pour les artistes. Donc voilà. Je ferme la parenthèse parce qu'après je vais être longue. Alors oui, t'as déjà été assez longue. Donc art tonique, ouais, très bien, parce que oui, c'est vrai que faut travailler, avoir l'énergie de transmettre. Exactement, c'est ce dont on parlait tout à l'heure. Je relis pas tous les messages que des messages qui redisent un petit peu ce qu'on a déjà plus ou moins évoqué. Donc voilà, donc l'art n'a pas vocation d'être parfait, on est d'accord. Après oui, il y a quelqu'un qui disait oui, Picasso, oui, il savait très bien dessiner, mais on en a reparlé tout à l'heure aussi, hein, comme quoi je disais qu'il savait très bien dessiner, donc justement, c'est lui donner des bases pour faire un peu moins académique par la suite. Ensuite, alors Emmanuel, alors après on essaye de lire toutes les questions, beaucoup aujourd'hui, donc tant mieux. Hein. Merci. Je n'ai pas d'avis, je sais dessiner un peu, des fois ça me sert, des fois ça me sert pas. Après, voilà, c'est juste Emmanuel, c'est juste histoire de te faire plaisir aussi, parce que faut pas oublier que l'art c'est un passe-temps, c'est une passion, c'est un moment qui vous permet de vivre autre chose que la vie quotidienne, et c'est ça justement qui est intéressant. Moi, quand je vais prendre des photos dans les villes, ben je suis avec mon appareil photo, je ne suis pas ailleurs, je réfléchis, je regarde. Donc c'est une sorte, je pense que c'est comme une sorte de méditation. Vous avez une passion, la sculpture, l'art, la peinture, la photo, c'est une sorte de méditation. Vous allez faire ça et vous êtes mieux. Vous êtes impliqué, vous avez de l'énergie, vous êtes mieux. Après, évidemment, à la fin, peut-être pour certains, vous n'avez plus d'énergie parce que vous avez tellement tout donné pendant une après-midi, pendant un mois pour faire une œuvre. Eh bien, c'est très bien. C'est ça qu'il faut. C'est justement donner votre énergie à quelque chose qui est bon pour vous. Oui. Et je rebondis sur la petite phrase d'Emmanuel à la fin qui est très bien, qui dit « Je connais des artistes qui savent dessiner et qui font des trucs sans vie et sans émotion, et je connais des artistes qui ne savent pas dessiner, mais qui maîtrisent si bien la couleur que… » Gilles a tourné c'est là qu'il me touche vraiment. Voilà. Donc oui, parfait. Enfin, Emmanuel, j'aurais pas mieux dit. Donc c'est très bien. Bonsoir à Sylvie, donc qui arrive à… Voilà, donc bonsoir Sylvie. Très bien. Alors, Sylvie, l'artiste est dans le ventre, c'est exact. Il n'y a pas mieux. Très bien. Alors, moi, j'avais envie d'aborder, parce que le temps file. Attends, parce que j'étais en train de regarder le temps file, mais j'étais en train de regarder. Excusez-nous, on est en train de lire votre chat. Il y a beaucoup. Alors oui, les Beaux-Arts ne savaient plus dessiner il y a quelques années. Ben oui, parce qu'en fait, on est plutôt sur des installations, plutôt sur de la, j'allais dire un mot. La branlette intellectuelle. Voilà, mais après, ça plaît ou pas. Voilà, après il y en a pour tous les goûts. Il en faut pour tous les goûts. Donc forcément, c'est pas quelque chose qui est négatif. Après, quelquefois, j'aimerais faire des trucs vraiment très abstraits, des trucs aussi un peu moins. Enfin, je sais pas. Après,
tellement de possibilités dans le monde. Donc Anne, ok, vous avez un problème de connexion, je ne sais pas. Donc Reconnect au-dessus là, juste là normalement. Gaël qui dit j'ai eu l'expérience pour les beaux-arts, j'ai arrêté pour une école d'art appliqué où je me suis éclatée. Ah oui, les arts appliqués, moi aussi j'ai fait, Gaël, et vraiment j'ai beaucoup aimé. En plus, l'art appliqué a vraiment un pied dans le milieu professionnel par rapport à l'art plastique où c'est plus tourné vers le professorat, parce que j'ai aussi en fait j'ai une double licence. Moi j'ai art plastique, art appliqué. Donc bonsoir Frédéric. Voilà, bonsoir Frédéric. Et donc voilà, oui. Art appliqué, je me suis éclatée, j'ai fait du design, j'ai fait de la teinture, j'ai fait de l'infographie, j'ai fait de l'architecture, j'ai fait plein de choses, j'ai fait du stylisme, enfin bon, bref, tout ce qui touche l'art appliqué, c'est vaste, comme les arts plastiques, mais pour moi, j'ai adoré. Effectivement. Donc voilà, donc il y en a qui ont rebondi sur ce que je disais, sur la méditation, la passion, ce que vous faites, ce qu'on crée, c'est la méditation, c'est notre méditation à nous. Après, rien ne nous empêche de faire de la vraie, c'est-à-dire vous posez dans un coin, vous ne faites plus rien. Ou de faire du Shirin-yoku. 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 C'est aller se balader dans les arbres. Alors, donc, voilà, c'est une méditation dans les arbres. Voilà, j'étais mort de rire parce que Sylvie, Marc, on peut sentir une scission entre les artistes qui font de l'abstrait, ceux qui font de figuratif, même ceux qui font de l'huile et de l'acrylique, et toi, tu fais de l'abstrait à l'acrylique. Ben, bravo. Non, pas bravo, en fait. Non, pas bravo. Mais en fait, la scission, alors, après, ça dépend vraiment aussi des personnalités de chacun. Moi, c'est vrai qu'on m'a dit que je m'entendais avec tout le monde et que j'avais pas de problème, voilà, spécifique. Mais c'est vrai que certains artistes vont être un petit peu moins ouverts, tête dure, quand on peut les voir ou qu'on peut leur parler lors d'expositions. Mais en fait, souvent les artistes qui sont dans l'exposition voient les clients, mais n'attendent pas forcément qu'un artiste vienne les voir. Donc ils sont toujours très heureux quand on fait notre tour quelquefois dans certaines expositions. Les artistes sont très heureux qu'on vienne, que d'autres artistes viennent les voir pour parler d'autres choses. Donc c'est intéressant aussi. Faut pas se sentir seul sur un salon ou une exposition. Faut vraiment être avec les autres et puis voilà, et puis se promener, aller voir d'autres artistes parce que certains veulent échanger, d'autres peut-être un peu moins, ou d'autres n'osent pas. Donc c'est vraiment juste après, en fonction de votre caractère, en fonction de votre caractère, de votre comportement. Allez-y. Des feelings, hein, parce que ça, c'est sûr, il y a toujours des feelings. Et puis après, si la personne voit que, si vous voyez que la personne n'a pas envie de partager, vous partez. Vous dites, ouais, mais c'était très sympa, bon, au revoir, à bientôt, puis voilà. Mais voilà, faites le premier pas, c'est bien aussi. Alors, moi, je vais passer, on va maintenant rebondir sur la dernière partie de la vidéo. D'accord. Donc, vous l'aurez compris, donc le dessin, ça dépend en fait de vos objectifs artistiques. Si vous avez envie d'apprendre le dessin, eh bien vous passez en mode apprentissage. Mais si vous n'avez pas envie, il y a des alternatives et il y a des techniques qui permettent de stimuler la créativité sans passer par le dessin. Alors je vous ai un petit peu listé ces différentes techniques. J'ai listé mes préférés bien sûr. Hein, voilà. Et Gilles a levé le doigt, donc j'avais une question. Enfin, j'avais pas une question, j'avais surtout une information qui disait tout à l'heure le dessin n'est pas la perfection. On n'a jamais dit que le dessin, il fallait savoir dessiner pour être parfait. C'est en fait tout l'ensemble qu'on a vu pendant 3/4 d'heure là. C'est tout un ensemble de choses. Donc voilà, c'est juste, je rebondissais sur le truc. Exactement. Donc, pour stimuler sa créativité sans passer par le dessin, il y a différentes options, différentes techniques qui existent et qui sont très très agréables à réaliser. Donc, pour ceux qui suivent un petit peu mon blog, peut-être qu'ils ont dû voir à un moment donné un article que j'avais publié qui s'appelle le mark making. Alors, désolé, c'est un nom en anglais. Mais le mark making, c'est quoi? Donc, Gilles, je veux bien que tu le notes dans le chat. Donc, le mark making, c'est quoi? C'est en fait une technique abstraite. Pour le coup, ça, c'est vraiment de l'abstrait. Et en fait, on joue avec les couleurs et aussi avec le tracé. Alors, le tracé peut être un petit peu texturé, peut-être un peu gratté. On joue avec des formes rondes, on joue avec des formes aléatoires. On mélange les couleurs, on essaye de créer des dégradés. C'est vraiment le mark making, si vous le cherchez par exemple sur Pinterest, vous avez de beaux spécimens de mark making. Moi, je suis fan complètement. Et je pense que c'est un exercice qu'on peut pratiquer à côté. Parce qu'en fait, moi j'ai mon art, par exemple, officiel. Donc là, je suis en train de travailler sur un tableau. Mais à côté, j'expérimente beaucoup. Et c'est vrai que le mark making, j'adore ça. Parce que finalement, en fait, je peux complètement lâcher prise. J'ai pas une notion de résultat à la fin. C'est-à-dire que je suis pas comme dans un tableau comme celui-ci où je sais qu'il va partir en galerie, donc il a une certaine, on va dire un certain standard, j'ai un certain standard en tête. Là, pour le coup, mes expérimentations en parallèle de mes créations officielles,
je me lâche complètement. Et donc, le mark making est vraiment, vraiment une belle technique que je vous invite à découvrir. Vous allez voir, c'est décomplexant, complètement décomplexant. Alors après, bien sûr, pour une autre technique qui ne nécessite pas de dessin, vous avez le collage. Donc le collage, en fait, ça c'est fun parce qu'en fait, on peut partir d'un portrait découpé, d'un élément découpé, d'une typographie, et à partir de ça, soit on continue le dessin, on lui donne une autre comment dire, une autre composition, on crée autour de ça. C'est vraiment super, super intéressant. Moi, je sais que le collage, par exemple, moi j'aime beaucoup dans le collage découper des papiers de différentes couleurs et essayer de créer des paysages avec, en forme de strates. Et ça, vraiment, c'est super. Ça donne vraiment un bel effet. Moi, j'adore collectionner les beaux papiers type tapisserie et papier peint. Et c'est vrai que, on peut. Il y a aussi même des cahiers qui existent où c'est que des beaux papiers dedans. Par exemple, il y a un catalogue chez Jean des Beaux-Arts qui s'appelle Papier du Monde et vraiment, vous avez des papiers sublimes. C'est vraiment super, super beau. Après, il y a une autre technique. Alors, donc je passe à la troisième. Alors, attends, donc, oui. Il y a Artonic qui dit c'est le doodle. C'est le doodle. Ça veut dire quoi, Artonic? C'est le doodle. Alors, le doodle, non, oui, pas non. Forcément. Non, moi je mélangerai pas les deux. Doodle, c'est vraiment plus pour moi un petit croquis. Peut-être qu'il y a une amorce de doodle dans le mark making, mais après c'est quand même il y a quand même comment dire, l'application est un peu différente quand même. Donc je te laisse voir mon article et puis à ce moment-là, si tu vois qu'il y a vraiment que j'ai intégré dans le chat. Voilà, Gilles vient de mettre le lien. Donc comme ça vous aurez celui-ci aussi. Alors donc je passe au troisième parce qu'on fait vite. Hein. Je ne sais pas si vous avez vu il y a quelques années, j'avais publié sur mon blog un livre que j'ai trouvé absolument génial qui s'appelle Hirameki. Alors Hirameki, je vous le montre là. Alors je ne sais pas si je vais d'abord attendre que Gilles remette l'écran. Oui, alors l'Hirameki. Alors là vous l'avez à l'envers, désolé. C'est un livre super que j'ai acheté. Donc je ne sais pas s'il existe en version française. Ça c'est la version anglaise que j'avais acheté en Angleterre. Alors l'Hirameki c'est quoi? Ça à la base en fait dessine ce que tu vois. Donc dans ce cahier vous avez que des tâches. Vous savez les tâches qu'on a qu'on peut voir des fois dans des tâches d'humidité ou des tâches de peinture, des choses comme ça. Et en fait à partir de ces tâches on crée des personnages, on crée des dessins et c'est hyper décomplexant. Ça permet aussi en parallèle de sa création officielle on va dire ou de s'amuser pleinement avec des couleurs, avec un crayon. Donc ce cahier est assez bien fichu. Donc vous voyez, il y a des thématiques en plus. Donc là, c'était des tâches sur les fleurs, sur les oiseaux, excusez-moi. Donc du coup, ils ont mis plein de tâches. Et puis voilà, il y a un oiseau qui apparaît que j'avais dessiné. Là, c'est un crocodile à partir de cette tâche-là. Donc c'est vraiment très 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 drôle. Et on voit pas le temps passer. C'est un truc de malade. C'est mieux que le Sudoku. Même moi, j'ai testé, mais j'ai pas réussi. Et voilà. Oh non, il y a les doigts des rigoles. Donc vous voyez, là, j'ai commencé parce que vraiment. Alors au départ, vous avez des tâches sans rien comme ça, et puis il vous donne après des. J'ai montré déjà. Voilà, et puis bon, donc si je vous ai montré, c'est très bien. Donc ce bouquin-là, Hirameki, Draw What You See, donc dessine ce que tu vois, c'est vachement bien. Franchement, je vous le conseille si vous avez, si vous souhaitez acheter un bouquin. Je voulais juste préciser, Stéphanie, l'histoire de comparaison là, ou je ne sais quoi. Faut pas se laisser faire. Non. Tu marquais que tu étais oui, qui font de l'abstrait, tu es jugé inférieur, mais non, tu leur dis non, moi je suis pas inférieur, je fais autre chose, mais voilà, il faut vraiment aussi se démarquer et vraiment être parce que ça je supporte pas. Donc il faut vraiment que tu puisses dire que ce que tu fais c'est ce que tu aimes faire, ce que tu ressens, et il n'y a pas de meilleur ou pas meilleur. Ah non. D'accord. Non. Donc faut vraiment pas rentrer dans ces jeux-là et en gros tu les d'accord. Faut vraiment pas rentrer dans ce jeu-là. En règle générale, ça sert à rien. Ça c'est des artistes qui essayent de déstabiliser les autres artistes. C'est un petit peu la combine facile pour un petit peu écraser les gens. Moi je trouve ça même dégueulasse. Donc la comparaison, pour moi, n'a pas lieu d'être. En plus, on est tous différents, donc je vois pas comment on peut comparer des choses qui sont complètement différentes. Voilà. Est-ce que remarque Gaël, c'est exactement ça. C'est de se dire, voilà, on ne faut jamais se comparer parce qu'on connaît ni l'expérience ni le parcours de l'autre. Exactement. Et d'ailleurs, je vous raconterai un autre truc là-dessus.
Il faut que marque-le. je vais le marquer. C'est ça. Donc, Gilles vous a mis l'article Hirameki, j'ai pas suivi, mais à mon avis, il vous l'a mis dans le chat. Non. Oui, si, j'ai mis le Hirameki dans le chat. Voilà. Autre chose, quand on n'a pas besoin de dessiner, non, j'en ai plusieurs, okay, on n'a pas besoin de dessiner, donc il y avait la photographie, effectivement, pas besoin de savoir dessiner, il suffit juste d'avoir des fois un œil artistique, des envies de couleurs, des envies de graphisme, des choses comme ça, et du coup, on développe un travail photographique. Il va y avoir aussi le recyclage créatif, alors ça, c'est beaucoup aussi chez les do-it-yourself, en tout cas pratiqué chez les do-it-yourself, donc c'est une ancienne création qui revit à partir de nouvelles applications, de nouveautés qu'on va ajouter à son utilisation. Ça peut être un élément du dessin, un élément d'un ancien dessin, par exemple, qu'on ne jette pas. Il ne faut pas jeter des anciens dessins parce qu'ils peuvent être un support pour un autre dessin dans le recyclage créatif, par exemple. Ça peut très bien être une solution. Après, vous avez aussi les installations, effectivement. Tingley ou des artistes comme ça faisaient beaucoup d'installations avec des bouts de ferraille, avec des ressorts, avec des cliquetis. Voilà, pour moi c'est artistique. Voilà, ils dessinent pas, ils s'amusent à souder, ils s'amusent avec des éléments métalliques. Ça peut être aussi des matériaux qu'on récupère, par exemple écraser des canettes de coca. Là, je fais un petit coucou à ma copine Sophie Costa. Donc elle est plasticienne. Elle travaille beaucoup la canette écrasée. Elle travaille beaucoup tout ce qui est jeté à la poubelle, tout ce qui est. Elle le réimplique dans ses créations et vraiment c'est sublime. Je vous invite à aller voir ce que fait Sophie Costa. Il y a aussi tout ce qui est argile, terre, pâte à modeler. On peut aussi créer des formes. Ce qui est agile, c'est à moi. Ah oui, c'est argile, excuse-moi. Donc oui, tout ça, on peut aussi créer des formes complètement aléatoires, des volumes. On peut travailler aussi avec le carton. Moi, je sais que quand j'étais à l'école, on m'avait demandé de travailler aussi qu'avec du carton et d'essayer de faire des choses à travers un matériau qui était déjà rigide en soi et qui donc du coup voilà. En fait, toutes ces techniques que je vous donne là, c'est vraiment pour une expérimentation poussée, pour découvrir son potentiel, ses habilités, ses compétences, ses forces et aussi ses faiblesses. Parce que du coup, à travailler comme ça dans des choses où c'est un peu lâcher prise, et bien, même si on a quelques faiblesses là-dessus, comme il n'y a pas de résultat attendu, on est décontracté. Voilà. Donc ça, c'est primordial et surtout, on s'amuse. Et ça, c'est encore plus. C'est ça l'idée. C'est encore plus sympa. Bon, génial. Donc, je vais rebondir sur différentes petites choses et après, on va repasser à la suite de la présentation parce qu'on a aussi de belles surprises pour vous. Si vous le souhaitez, hein, évidemment, vous n'êtes pas obligé. Mais voilà, déjà pour répondre à Stéphanie et à d'autres personnes qui ont réécrit, le positif attire le positif, débarrassez-vous du négatif. Donc les gens négatifs qui vous regardent de haut, ou qui ne vous font pas confiance, ou qui n'ont pas envie, ou que laissez de côté. Soyez positif, soyez plus intelligent ou intelligente qu'eux, et vous laissez pas faire. Ensuite, il y a une question de ressenti. Vous, ce que vous ressentez n'est pas forcément ce que la personne pense que vous ressentez. C'est-à-dire que la personne va peut-être vous parler, vous allez le ressentir mal, mais peut-être que lui n'avait pas du tout non plus cette intention de vous le faire ressentir mal. Donc, veillez également à bien voir ce que la personne veut dire ou veut faire, parce que ça veut pas forcément amener à mal. C'est peut-être juste quelqu'un qui veut vraiment prendre soin de vous, mais qui n'a pas réussi à s'exprimer d'une manière ou d'une autre. Donc voilà, regardez aussi ce côté ressenti. Attention de bien. Et donc, la petite histoire, alors ça va pas être long, mais je saurais pas forcément pour forcément donc le faire rapidement. En gros, l'idée c'est quoi? C'est un papa et son fils. Ils sont dans le train. Et en gros, le gamin est toujours en train de s'exclamer pendant la route du trajet, donc du train. Waouh, papa, regarde une vache, génial, j'adore. Regarde, c'est tout vert. Oh, regarde, le ciel est bleu, c'est magnifique, blablabla. Bla, bla. Et tout ça pendant 2 heures. D'accord? Donc, il y a un moment, il y a quelqu'un qui lui dit, écoutez, vous êtes gentil, mais il sort d'où là, votre fils? Parce que là, il est un peu débile quand même. Il est en train de. Et son père lui dit, écoutez, c'est simple. Il sort de l'hôpital. Il était aveugle et ils ont réussi à lui remettre des choses pour qu'il voit les couleurs. Donc là, vous voyez un petit peu ce que je veux dire. Il faut vraiment faire attention à ce que vous dites et oui, parce qu'on ne connaît pas tous les contextes. Voilà. On ne connaît jamais le contexte, on ne connaît jamais ce qui s'est passé. Donc faites vraiment attention avec ça parce que c'est toujours. Alors je sais pas si tout le monde a compris mon histoire, mais c'est très important de pas
de ne pas faire un shortcut, donc un raccourci sur la situation que vous voyez ou que vous entendez. Faites attention. Donc, n'hésitez pas à poser des questions, n'hésitez pas à demander de plus amples informations s'il y a besoin. Mais voilà, c'est le genre de choses à éviter. Okay. Dernière petite chose, j'avais envie de vous dévoiler des livres. Stéphanie, oui, c'est un peu le même principe que les dendrites à l'aquarelle. Donc oui, voilà, c'est un peu le même principe. Donc tu as tout à fait compris. Donc voici des bouquins que j'aimerais bien vous... Parce qu'on est en période de confinement, donc on a un peu le temps de lire. Ah ouais, mais on a les librairies sont pas ouvertes. Merci Jean. Ben, si, il y a des librairies ouvertes. Non. Pas du tout. Bon, d'accord. Si quelqu'un me dit qu'il y a des livrairies ouvertes, moi ça me va, mais bon. Oui, bon. Bon, à part certains qu'on ne nommera pas. D'accord. Donc du coup, essayez de vous faire prêter les bouquins, si vous avez possibilité, ou en tout cas de les mettre dans une note. First one. Voilà. Alors le problème c'est qu'il est à l'envers, désolé. Nous avons la caméra à l'envers, donc c'est Comme par magie d'Elizabeth Gilbert. Ça, c'est vraiment un livre de chevet qu'il faut avoir. Moi, à chaque fois que je le lis, j'ai la patate. Donc voilà, ça c'est clair. Et si par exemple j'ai eu un coup de mou parce que il y a un artiste qui m'a fait une réflexion, un petit peu comme tout à l'heure, un petit peu à méthode comparaison, ça peut déstabiliser. Vous lisez ça, après vous allez mieux. Donc du coup c'est un bouquin que je recommande toujours dans mes consultations en fait avec les gens que j'ai en rendez-vous. Un autre bouquin de Alain Dican qui s'appelle Retrouver confiance en soi, estime de soi, c'est parti. Donc c'est un bouquin mais super top. Regardez tous les post-it que j'ai mis sur le côté. Ça prouve que j'ai été emballée. Ça prouve que tu as juste collé des post-it quoi. Que j'ai été emballée. Donc c'est de Alain Dican. Alain Dican qui est artiste plasticien mais aussi art thérapeute, prof à Strasbourg. Il intervient aussi dans des prisons pour donner des cours d'art thérapie. C'est quelqu'un vraiment de très 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 passionnant. Je vous invite déjà à aller voir ses vidéos sur YouTube. Le gars, voilà, vous allez automatiquement craquer. Il explique en fait l'art thérapie et plein de choses autour. Et c'est vraiment hyper enrichissant parce qu'il donne aussi tous les livres qu'il a lus sur le sujet. Il explique avec un vocabulaire vraiment abordable. J'ai eu la chance de l'avoir au téléphone parce que bientôt, wow, je vais faire une interview d'Alain Dican. Et pourquoi pas un jour l'inviter à une famille. Je pense qu'il serait bien partant. Par contre, c'est lui qui amène l'apéro. Hein. C'est lui qui amène l'apéro, ouais, faut pas des... Voilà. Et puis le dernier bouquin, alors, que je vous conseille aussi, qui s'appelle Mon journal créatif, de Anne-Marie Jobin. Donc c'est à l'envers. Tout ça. On va vous redonner... Non, mais en fait, elle le voit. Il le voit normalement à l'endroit. Bon, de toute façon, on vous redonnera dans le petit email qu'on va envoyer en fin de webinaire, c'est des coordonnées de ces bouquins. Pareil, vous voyez les post-it que j'ai mis, c'est que c'est un bouquin vraiment très très riche. Elle explique le journal créatif, qui est aussi une technique que je voulais aussi vous partager dans les techniques où on n'a pas besoin de savoir dessiner. Mon journal créatif, très bien, d'Anne-Marie Jobin. Voilà, j'ai fini pour ma revue voilà, livre. Donc faut le lire. Voilà, si les librairies font du click and collect, c'est nickel. Donc voilà, faites-le. Nous, notre petite librairie de Murat est fermée pour le moment, mais bon, on sait jamais. Donc, on va continuer un petit peu parce que, alors attendez, je reviens parce qu'on a eu tellement de questions aujourd'hui. Merci en tout cas pour votre participation, votre implication. C'est vraiment génial. Moi, je préfère avoir des gens en chat qui sont actifs. Merci pour votre attention, c'était très sympa.